Bienvenue de nouveau dans ma série hebdomadaire pour plonger dans toutes les choses vraiment spirituelles, pour défier le statu quo, pour se connecter à des horizons plus élevés et ainsi élever la valeur de notre expérience ici et maintenant. Vous savez, un statut de culte dans notre lexique, mais comme dans tout cas où des phrases sont utilisées et surutilisées dans une culture, elles ont parfois tendance à perdre leur influence et leur impact, et les gens jettent simplement le ici et le maintenant comme un référent dans le temps, sans vraiment considérer, je pense, l'ampleur de ce que les mots représentent vraiment. Aujourd'hui, en ce moment, je veux partager avec vous quelqu'un qui m'a aidé, ainsi que des millions d'autres personnes, à vraiment comprendre pourquoi cette phrase, le ici, et particulièrement le maintenant, est non seulement vitale, mais c'est vraiment tout ce qu'il y a. Mon invité aujourd'hui devrait être appelé, je suppose, le père du maintenant, parce qu'Eckhart Tolle est largement reconnu comme l'un des enseignants spirituels les plus originaux et inspirants de notre temps. Je pense personnellement que vous êtes un prophète, monsieur Tolle, et j'ai découvert vos enseignements pour la première fois en l'an 2000, quand l'actrice Meg Ryan était sur mon émission et elle m'a parlé de ce livre. Nous étions pendant une pause publicitaire, je ne sais même pas comment le sujet est venu, mais elle a mentionné le pouvoir du moment présent et comment c'était vraiment en ayant un grand impact sur sa vie. Donc je suis allé directement l'acheter tout de suite. Je l'ai mis dans mon magazine dans la liste O et je pense que je l'ai même listé comme un des favoris pour Noël pour tous nos spectateurs. Le pouvoir du moment présent, un guide pour l'éveil spirituel, doit être l'un des livres les plus transformateurs de ma vie. Il est toujours à côté de mon lit. Peu importe où je suis, je l'emporte avec moi. Je disais juste avant de vous présenter Eckhart que j'avais mon exemplaire original parce que j'ai acheté tellement de copies depuis le premier. Mais mon exemplaire original, j'avais tellement de marquages jaunes dedans pour surligner chaque phrase. Je me suis juste dit, eh bien, pourquoi ne pas simplement finir de lire le livre au lieu de tout surligner? Bienvenue dans notre Soul Series. Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci. Eh bien, il y a tellement de choses dont je veux vous parler. Je sais que nous n'allons pas tout aborder, alors je voulais juste dire à tous nos auditeurs maintenant, ceux d'entre vous qui sont grands supporters, chercheurs et fans de son livre Le pouvoir du moment présent, que cette conversation se poursuivra. Donc, la discussion d'aujourd'hui est vraiment, je vais essayer de la concentrer sur le moment présent et sur le livre, Le pouvoir du moment présent. J'ai été tellement touché dans le livre quand vous avez dit, dès le tout début du livre, que vous aviez 29 ans, ayant envisagé le suicide. Vous pensiez cela? Je ne peux plus vivre avec moi-même. C'était la pensée qui se répétait sans cesse dans mon esprit, et puis soudain je me suis rendu compte de quelle pensée étrange c'était. Suis-je un ou deux? Si je ne peux pas vivre avec moi-même, il doit y avoir deux moi, le moi et le soi avec lequel je ne peux pas vivre. Peut-être que je pensais qu'un seul d'entre eux est réel. J'adore ça, parce que c'est vraiment l'une des premières fois que j'ai pensé. Oui, c'est vrai. Quand tu dis « je vais me dire quelque chose », qui est le je et qui est le moi? C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils ont un petit homme ou une petite femme dans leur tête qui n'arrête pas de parler. Il y a donc une voix dans la tête, qui est le dialogue interne auquel la plupart des gens s'identifient complètement. Et dans mon cas, et dans le cas de beaucoup de gens, la voix dans la tête est majoritairement malheureuse. Donc il y a une énorme quantité de malheur qui est continuellement générée par ce dialogue intérieur inconscient. Et à ce moment-là, cette nuit-là, une séparation s'est produite en moi entre la voix, qui est le flux incessant de pensée, un sentiment de soi qui s'était identifié à cette voix dans la tête, et un sens de soi plus profond que j'ai plus tard reconnu comme étant essentiellement la conscience elle-même, plutôt que ce que la conscience était devenue à travers la pensée. Alors cette nuit-là, la séparation s'est produite, et quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais complètement en paix pour la première fois depuis mon enfance, sans comprendre pourquoi. La compréhension est venue bien plus tard,
Donc le point important ici est que il est essentiel que les gens deviennent conscients que leur processus de pensée et le sens de soi qui en découle, incluant, bien sûr, tous leurs souvenirs, tout leur conditionnement, leur sens de soi en tant que concept qui est dérivé du passé. Donc, tout le flux de pensée est en réalité une forme de conditionnement du passé. Il est essentiel que les gens reconnaissent que cette voie se poursuit en eux incessamment. Et c'est toujours une percée lorsque les gens réalisent pour la première fois « Voici ma pensée. Voici toutes les pensées habituelles que j'ai eues. Pensées répétitives, très souvent des pensées négatives récurrentes. Et ils réalisent soudainement « Et me voici sachant que ces pensées traversent ma tête. » Alors l'identification est soudainement rompue. Et c'est, pour beaucoup de gens, la première véritable percée spirituelle. Spirituelle, comme je le vois, ce n'est pas croire en ceci ou cela, mais c'est sortir de l'identification avec un flot de pensée. Alors vous découvrez soudainement qu'il y a une autre dimension plus profonde que la pensée en vous. Je l'appelle parfois la tranquillité. C'est une présence consciente, juste cela. Cela n'a rien à voir avec le passé ou le futur, et que l'on pourrait aussi appeler c'est comme se réveiller. C'est pourquoi, traditionnellement, dans de nombreuses traditions spirituelles, ils utilisent le terme « éveil ». Beaucoup de gens vous diraient « Eh bien, que voulez-vous dire par éveil? Je suis déjà éveillé. » Mais ce que l'on entend par éveil, c'est que vous vous réveillez du flot de pensée, et quand vous vous réveillez, vous devenez présent. Une dimension totalement différente de la conscience est soudainement là. Eh bien, je me souviens, dans Stillness Speaks, vous parlez de la conscience. Le livre Stillness Speaks, intitulé en français « La tranquillité parle », est entièrement dédié à cette conscience. Et j'adore la phrase où vous dites qu'une fois que vous reconnaissez, je paraphrase bien sûr, que cette voix et que vous êtes l'observateur de cette voix, cette prise de conscience est vous. C'est ça. Et pas la voix. Donc vous reconnaissez qu'il y a essentiellement quelque chose en vous qui a sa place, c'est le flot de pensée. C'est lié au passé. Cela contient tous vos souvenirs. Cela contient tous les schémas réactifs. Cela contient de vieilles émotions, et ainsi de suite. Ils font tous partie de cela. Mais essentiellement, ce n'est pas essentiellement qui vous êtes. Et c'est une réalisation incroyable. Maintenant, l'esprit peut bien sûr alors demander « Eh bien, dis-moi qui je suis. » C'est la grande question. Je parle à Eckhart Tolle, auteur de Le pouvoir du moment présent. Alors, quelle est la réponse à cette question? Eh bien, la réponse à cette question est que qui vous êtes ne peut pas être défini par la pensée ou à travers des étiquettes mentales ou des définitions mentales, car cela dépasse cela. C'est le sentiment même d'être ou de présence qui est là lorsque vous prenez conscience du moment présent. C'est intrinsèquement uni à ce que nous appelons le moment présent. Toi, je dis parfois, c'est. Certains pourraient trouver cela un peu étrange, mais en essence, toi, et ce que nous appelons le moment présent, au plus profond niveau, ne font qu'un. Parce que tu es la conscience d'où tout provient. Chaque pensée émane de cette conscience que vous êtes. Chaque pensée disparaît dans cet espace de conscience que vous êtes. Donc, essentiellement, vous êtes un espace conscient et éveillé, et toutes vos perceptions sensorielles, toutes vos pensées, toutes vos émotions se produisent. Elles vont et viennent dans cet espace conscient. Espace. Oui. Oui. Eh bien, Eckhart, avez-vous ressenti au moment où cela vous est arrivé, ce moment de réalisation où vous avez compris que la voix était distincte de la conscience, ce moment dont vous parlez au début du livre, est-ce que cela vous a littéralement sidéré? Oui, c'est ça, mais je n'ai pas compris. J'ai simplement réalisé soudainement. Le lendemain, j'étais en paix et je suis resté en paix. Il y avait un profond sentiment de paix intérieure, bien que extérieurement rien n'eût changé. Donc, je savais que quelque chose de très radical s'était produit, mais il m'a fallu quelques années pour vraiment comprendre ce qui s'était passé. 3 ans après cette transformation, je parlais à un moine zen et il me disait « Eh bien,
Le zen est essentiellement très simple. C'est, eh bien, tu ne te fies plus à la pensée. Cela signifie aller au-delà de la pensée. Et j'ai soudainement réalisé, oh, c'est ce qui m'est arrivé. Cet état que je ressentais était un état de paix intérieure, mais aussi un état de bien moins de pensée que ce que je faisais auparavant. Toutes ces pensées malheureuses, toutes ces pensées répétitives ne m'arrivaient plus. Et donc, vous avez souvent dit dans tous vos livres que vous caractérisez la pensée comme une terrible affliction, voire une maladie, et que c'est le plus grand obstacle au pouvoir du moment présent. Mais penser, n'est-ce pas être humain? Je pensais que c'est ce qui nous différencie des autres animaux. C'est exact. La pensée peut aussi être un outil puissant et merveilleux. Elle ne devient une affliction que si nous nous identifions complètement à la pensée et que nous tirons notre sens de qui nous sommes du flot de pensée. Dans ce cas, vous vous racontez continuellement ce que j'appelle parfois l'histoire de moi. Et dans le cas de beaucoup de gens, c'est une histoire malheureuse. Alors ils s'attardent continuellement sur le passé. Et il n'y a rien de mal avec le passé, mais si on s'identifie complètement à la mémoire, alors tout votre sens de qui vous êtes, votre sentiment d'identité, est ensuite dérivé du flux de pensée, et c'est un état dysfonctionnel et malheureux. Alors, quand vous sortez de cette identification, et vous réalisez pour la première fois que vous êtes, en fait, la présence derrière la pensée, alors ça vous êtes capable d'utiliser la pensée lorsque c'est utile et nécessaire, et cela peut être une chose merveilleuse. Mais vous n'êtes plus, je vais le dire de manière extrême, mais c'est vrai, vous n'êtes plus alors possédé par l'esprit pensant. L'esprit pensant devient alors un serviteur ou un outil utile que vous pouvez utiliser. Il est utile pour de nombreuses situations dans ce monde, mais tu ne peux pas te trouver là-dedans. Et aussi, si tu ne peux jamais être dans l'esprit pensant, cela interfère avec les relations. Cela peut créer un conflit continu dans les relations s'il n'y a pas de sentiment d'espace dans la relation. Répétez ça. S'il n'y a pas de sensation d'espace. Non, pas de sens de l'espace. Cette présence spacieuse et consciente que vous pouvez apporter à la relation. Par exemple, lorsque vous écoutez quelqu'un, vous écoutez votre partenaire ou vous écoutez un ami ou juste une connaissance, êtes-vous capable d'être là en tant qu'espace conscient qui écoute? Ou, pendant que l'autre personne parle, êtes-vous en train de penser continuellement, en préparant la prochaine chose que vous allez dire? Jugez-vous et évaluez-vous ce que vous entendez? Êtes-vous simplement intéressé par votre propre buts ou objectifs? Ou pouvez-vous être là en tant qu'espace pour l'autre personne? Et je dirais que c'est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à quelqu'un. C'est particulièrement important, parents et enfants, mais aussi très important dans les relations intimes. Pouvez-vous être là en tant qu'espace, l'espace conscient et attentif pour l'autre personne? Par exemple, pendant que vous écoutez l'autre personne, pouvez-vous écouter dans cet état simple de vigilance où vous ne jugez pas ce que vous écoutez? Vous êtes alors présent en tant que présence plutôt qu'en tant que personne. Donc, il y a ce niveau plus profond de conscience qui est là. Et c'est ce que j'appelle l'espace. J'allais dire, vous leur offrez cet espace dans lequel vous vous permettez d'être connecté à ce qu'ils offrent. C'est exact. Il n'y a pas de jugement dans cet espace. Vous ne définissez pas l'autre personne, et c'est un cadeau énorme que vous pouvez offrir à une autre personne. Vous n'imposez pas d'étiquette mentale, de jugement, de définition à l'autre personne. De gens. Je serai l'une de ces Oui, personnes. moi aussi. D'accord. Mais, maintenant, pour beaucoup de personnes, c'est le seul domaine où ils réalisent qu'ils peuvent communiquer et se rapporter à un autre être, et cet être ne les juge pas, parce que le chien vous accepte inconditionnellement tel que vous êtes. Je ne sais pas si vous avez entendu le dicton. S'il te plaît, Dieu, fais de moi la personne que mon chien pense que je suis. Alors, les gens ressentent ce sentiment de liberté quand ils se lient à leurs animaux parce qu'ils ne sont pas jugés. Maintenant, l'animal, bien sûr, est dans un état antérieur à la pensée. C'est pourquoi l'animal peut être là comme le simple naturel, présence. Mais quand un être humain est là, cet être humain a dépassé la pensée, et c'est l'état de conscience.
mais ces deux états sont libres de définition et de jugement. Jésus, bien sûr, a également beaucoup parlé de l'importance de ne pas juger une autre personne. Eh bien, vous savez, parce que depuis le pouvoir du moment présent, tant de gens ont été introduits à cette idée même que vous nous avez présentée dans ce livre. Et, vous savez, sont stimulés par l'idée et même j'ai eu des aperçus de cet espace. Oh, je suis sûr. Oui, que oui. des aperçus de cet espace, mais comment pouvez-vous vivre dans cet espace? Vous semblez vivre dans cet espace. Oui. Eh bien, tout d'abord, il est important de reconnaître et d'être reconnaissant pour ces aperçus quand ils se produisent. Et ensuite, vous pouvez en fait ne pas simplement attendre que cet espace se produise presque comme une sorte de grâce qui entre dans votre vie, ce qui arrive parfois. Mais vous pouvez aussi inviter cet espace simplement en apporter plus de présence dans votre vie, ce qui signifie plus de conscience du moment présent. Par exemple, je recommande aux gens d'utiliser de petites activités quotidiennes qu'ils font chaque jour inconsciemment et d'apporter une présence consciente lorsque vous vous lavez les mains, lorsque vous préparez une tasse de café, quand vous traversez une pièce, descendez les escaliers, vous êtes dans l'ascenseur, attendez l'ascenseur. Ce sont toutes des occasions de, au lieu de s'abandonner à la réflexion, être là en tant que présence calme et Oui, alerte. comme beaucoup de gens, vous savez, prennent des douches le matin. Ils prennent une douche, mais ils pourraient tout aussi bien déjà être au bureau parce qu'ils pensent à, vous savez, monter dans leur voiture et C'est qu'est-ce exact. que je vais faire Oui. aujourd'hui? Et quelle est ma liste de choses à faire? Au lieu d'être présent dans la douche, ressentir l'eau, l'essence de l'eau, le moment, peu C'est importe. exact. Donc, il s'agit d'intégrer de petits espaces dans votre vie quotidienne, autant d'espace que possible. Je dis par exemple, quand vous montez dans votre voiture, fermez la porte et restez là pendant juste une demi-minute. Ressentez votre respiration, peut-être l'énergie à l'intérieur de votre corps. Regardez autour de vous, le ciel, les arbres. Tout cela prend juste une demi-minute et l'esprit pourrait vous dire « Je n'ai pas le temps ». C'est l'esprit qui vous parle. Mais je dirais que même la personne la plus occupée a le temps pour 30 secondes d'espace. Par exemple, quand elle s'assoit dans sa voiture ou à de nombreuses autres occasions. Eh bien, je dois te dire que je pense que, oui, c'était l'année 2000. J'ai d'abord lu cela. Livre. Et ce livre m'a sauvé de nombreuses fois. Je veux dire, les théories dans le pouvoir du moment présent m'ont sauvé. Et aujourd'hui, en fait, vous savez, un des jours les plus chargés. Mais je me souviens de m'être réveillé ce matin en pensant « Oh mon Dieu, je vais être tellement stressé. Je vais être tellement stressé. » J'ai laissé ça partir, j'ai laissé ces pensées partir, et j'ai juste pensé « Je vais juste, à chaque moment de la journée, être présent maintenant. » Oui. C'est un recentrage continu sur ce qui compte vraiment, ce qui est le plus important dans la vie de chacun, qui est toujours maintenant, le moment présent. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de passé ou de futur, sauf en tant que mémoire ou anticipation dans votre esprit. Mais c'est ce qui me perturbe. Dans le livre, quand vous dites qu'il n'y a pas de passé. Bien sûr qu'il doit y avoir un passé, parce qu'il y a tous nos souvenirs. Il y a toutes ces manières dont nous nous définissons. C'est notre passé. Oui. À un certain niveau, on pourrait dire que personne ne peut contester le fait qu'il existe une chose comme le temps, qu'il existe une chose comme le futur. Bien sûr, nous utilisons le temps pour nous rencontrer ici. Nous nous sommes entendus sur cette heure précise. Nous avons dit que nous allions nous rencontrer ce jour-là à cette heure-là. Sinon, cela aurait été difficile. Nous ne nous serions peut-être jamais rencontrés par Et accident. vous êtes difficile à trouver dans tous les différents pays. Je parle à Eckhart Tolle, auteur de Pouvoir du moment présent. Mais nous avons convenu de ce moment. Et nous sommes ici parce que c'est maintenant. C'est ça. Donc, le temps, ensuite, est quelque chose dont nous ne pouvons pas nous passer. On pourrait même dire que le temps est ce qui domine toute cette vie entière que nous expérimentons ici. Ce plan illusoire sur lequel nous sommes. Ce que j'appelle le niveau de surface de la réalité est complètement dominé par le temps, qui est le passé et le futur, dans un flux continu. Et les gens se tournent très souvent vers le temps, en espérant que le temps finira par les satisfaire. Le temps finira par leur donner ce dont ils ont besoin. Le temps finira par leur donner le bonheur. Et parfois, bien sûr, c'est le cas pendant un moment, mais essentiellement, le vrai bonheur ne peut pas être trouvé en regardant vers l'avenir, car il est intrinsèquement lié à vivre profondément dans le moment présent. Il a donc été dit que deux façons d'être malheureux
L'un est de ne pas obtenir ce que vous voulez et l'autre est d'obtenir ce que vous voulez. Parce que si vous pensez que ceci, cela ou autre chose va me rendre heureux, même quand vous l'obtenez, et que vous n'avez pas réalisé que le moment présent est tout ce que vous avez jamais, vous vous concentrerez à nouveau sur le moment suivant, et vous attendrez toujours. Parce que c'est un schéma mental qui est très profondément ancré, toujours se concentrer, toujours attendre quelque chose dans le moment suivant, sans jamais être pleinement dans ce moment. Eh bien, une autre chose qui m'a changé lorsque j'ai lu Le pouvoir du moment présent il y a plus de 7 ans, c'était des commentaires calmes sur le fait que tous nos stress, chaque stress que vous avez, est basé en grande partie sur penser à ce qui s'est passé dans le passé ou à ce qui devrait se passer dans le futur. Que si vous êtes capable de prendre une grande respiration, peu importe la crise qui se déroule dans votre vie, et regarde ce qui se passe maintenant, à cet instant précis, C'est exact. je vais bien. C'est exact. Une autre façon de le dire serait de dire quand beaucoup de gens identifient tout leur sens de soi avec des problèmes. Problèmes. Ils sont continuellement impliqués dans des problèmes. Et donc, pour beaucoup de gens, tout leur sens de l'identité est intimement lié aux problèmes qu'ils ont ou pensent avoir. Et souvent, juste pour vérifier la réalité, je dis aux gens, juste un moment. Je dis, dites simplement, quel problème avez-vous réellement à ce moment? Concentrez-vous simplement. Voyez quel problème vous avez maintenant. Pas dans 1 heure, ni demain matin. Mais quel problème avez-vous maintenant? Et parfois, les gens se réveillent, soudainement, quand ils entendent cette question parce qu'ils doivent réaliser qu'à ce moment, je n'ai pas réellement de problème. Ce que vous pourriez avoir, c'est un défi. Si quelque chose, un danger survient, un animal sauvage saute dans cette pièce, c'est un défi. Et puis, bien sûr, ce n'est pas un problème parce qu'il n'y a pas le temps d'en faire un problème. Donc, pour qu'un problème existe, vous avez besoin de temps et d'une activité mentale, une activité mentale répétitive. Dans le moment présent, il peut y avoir un défi, c'est vrai. Il peut même y avoir de la douleur. Il peut y avoir une émotion, mais pas ce que nous appelons un problème. Alors, quand les gens pensent « Comment sortir de mes problèmes ?» Je suggère d'entrer dans le moment présent et de voir quel est le problème maintenant. Et alors, vous devrez toujours admettre, eh bien, en ce moment, je n'ai en fait pas de problème. Et les gens ont compris cela, même ceux qui sont en prison. J'ai reçu des lettres de personnes en prison. Certains y sont pour la vie. Ils m'ont écrit et ont dit, « J'ai compris votre message et je suis devenu libre. » Et ils voulaient dire libre à l'intérieur. Libre de créer des problèmes. Oui, donc, oui, similaire à Viktor Frankl et d'en découvrir un sens à sa vie. Oui, libéré de la fabrication de problèmes. Je veux vous demander, vous savez, alors que j'ai terminé le livre et l'ai lu et relu plusieurs fois au fil des ans, des portions, tout ça, écoutez les cassettes, je me demande souvent, vivez-vous comme ça tout le temps? Êtes-vous toujours dans le présent? Oui. Je suis essentiellement dans le moment présent et je me suis abandonné à ce qui arrive. Parfois, si je vois par exemple quelqu'un infligeant de la douleur à quelqu'un d'autre ou quelque chose, une émotion peut survenir. La colère peut surgir très brièvement puis passer. Elle ne se connecte pas au cerveau et ne crée pas une énorme quantité de pensées inutiles. Donc, les émotions peuvent venir et partir. Mais je suis essentiellement dans cet état de reddition à ce qui est, parce que ce qui est toujours déjà le cas. Donc, vous ne pouvez pas vraiment vous disputer intérieurement avec ce qui est parce que si vous le faites, vous souffrez. Eh bien, qu'en est-il d'avoir une passion? Ça vous laisse sans passion pour la vie pourtant? Parce que ce qui est simplement... Non. En fait, on est plus passionnément vivant quand on est intérieurement aligné avec le moment présent. Ce qui signifie que vous lâchez cette résistance intérieure qui, au niveau mental, est le jugement et la plainte. Et au niveau émotionnel, c'est une sorte de négativité. Donc ces deux éléments vont de pair. Beaucoup de gens ont énormément de plaintes qui se déroulent continuellement dans leur esprit. Certaines personnes le font à voix haute tout le temps. Et généralement, les plaintes portent sur ce qui était ou ce qu'ils auraient souhaité être. Ou ce qui devrait être, mais
n'est pas en train d'arriver et ceci ne devrait pas arriver et tu ne devrais pas faire cela et je voudrais ne pas être ici. Et donc, il trouve toujours quelque chose à reprocher. Et donc, ce sont des façons de nier le moment présent et c'est un état très dysfonctionnel car vous niez essentiellement la vie elle-même, car en dehors du maintenant, il n'y a pas de vie. D'accord? Alors, comment planifions-nous pour l'avenir? On nous dit tous que nous devrions planifier pour l'avenir. Nous ne devrions pas simplement être passifs par rapport à l'avenir. Non. Vous devriez planifier pour l'avenir et vous n'avez pas besoin de vous perdre dans l'avenir si vous planifiez pour l'avenir. Vous pouvez en fait prendre plaisir à dire, d'accord, disons que je planifie un voyage ou je planifie un programme d'études, et vous écrivez ce que vous devez faire, les différentes étapes, et vous appréciez cela. La question est-ce que vous vous perdez dans le futur, ou utilisez-vous simplement le temps et le futur, à un niveau pratique, où c'est bien, cela a sa place au niveau pratique. Mais si vous pensez qu'à un moment donné, que je vais atteindre dans le futur, maintenant cela pourrait, soit les prochaines vacances, ou ce pourrait être quand je trouverai le partenaire idéal, ou ce pourrait être quand j'obtiendrai un meilleur emploi ou un meilleur endroit où vivre, j'habite dans une ville plus agréable ou quoi que ce soit, alors je serai enfin heureux. Et donc oui, une projection continue de manière mentale loin du moment présent, c'est là que vous vous perdez dans le futur, et c'est le dysfonctionnement. Utilisant, planifier est en fait très bien. Il n'y a rien de dysfonctionnel à cela donc, et c'est la différence qu'on pourrait dire, comme je l'appelle, le temps de l'horloge, qui a sa place dans ce monde. Et le temps psychologique, qui est l'obsession continue du passé et du futur. Quand vous dites avoir sa place dans ce monde, ressentez-vous que vous savez, même maintenant dans le corps humain, qui est souvent, pour beaucoup de gens, le corps de souffrance, comme vous l'appelez, ressentez-vous que vous chevauchez les deux mondes? Oui, on pourrait dire ça. Il doit y avoir un équilibre entre gérer les choses dans ce monde, ce qui implique le temps et la réflexion, mais ne pas être totalement piégé à ce niveau de temps et de pensée. Ne pas être totalement piégé dans le temps et totalement attaché dans le flot de pensée de sorte qu'il y ait une dimension plus profonde en vous qui est en réalité en dehors de ce flux de temps et de pensée. Et c'est le calme intérieur, c'est la paix intérieure, et c'est un profond sentiment vibrant de vitalité, si bien que vous êtes en fait très passionné par la vie dans cet état. Wow, c'est ce que nous recherchons ici. J'adore vraiment parler avec vous. Un de mes livres préférés de tous les temps, Le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle. Merci beaucoup de nous rejoindre cette semaine et nous parlerons la semaine prochaine de l'une de mes choses préférées à discuter, l'ego dont vous parlez si profondément dans votre livre Une nouvelle terre, l'éveil de votre raison d'être. Nous vous retrouverons la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Merci.